Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Stanislas de Baillancourt, directeur adjoint des investissements chez Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien on va s'intéresser avec vous Stanislas sur la stratégie d'investissement possible d'un particulier qui s'intéresserait au marché du crédit en Europe dans un environnement, on va le voir, peut-être un petit peu compliqué. Justement, point de départ, aujourd'hui, comment on considère comment vous considérez l'état du marché de crédit au niveau européen? On va commencer par les dettes souveraines. Bon, c'est pas un mystère, c'est un petit peu tumultueux en ce moment. Alors oui, donc ce qu'on appelle les dettes souveraines sont les obligations d'État, donc en France les OAT. Et il est vrai qu'au cours de l'été, ça avait déjà commencé en fait dès la première dissolution au mois de juin 2024. Et à nouveau au cours de l'été, on a vu ce qu'on appelle un écartement des taux d'État français, et donc une sous-performance des obligations d'État françaises, en particulier par rapport à l'Allemagne, mais aussi par rapport à l'Italie, parce que sur un certain nombre de maturités, les deux pays traitent sur les mêmes rendements, ce qui n'était pas du tout le cas il y a un an. Et du coup, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des investisseurs plus prudents sur cette partie État. Très souvent, les dettes d'État, donc si on prend un pas de recul, c'est vrai qu'on a des endettements qui ont largement progressé au cours des 15 dernières années. Ça fait déjà longtemps maintenant. Oui, le phénomène n'est pas nouveau. Voilà, exactement. Ce n'est pas que la France, c'est également vrai aux États-Unis. Mais c'est là qu'en France, quand on a le sentiment où on a à la fois une dégradation des comptes publics et en même temps une incertitude politique qui fait craindre que la dégradation puisse s'accentuer, ça se ressent tout de suite dans les obligations d'État. Donc on a aujourd'hui finalement ces dettes d'État qui historiquement étaient appelées un petit peu des taux sans risque. Aujourd'hui, elle réintègre pour un grand nombre de pays comme la France une composante prime de risque, c'est ça? Exactement, une prime de risque, une composante de risque dedans. Et on peut comprendre pourquoi, quand on voit à la fois la situation du niveau d'endettement, la tendance qui est plutôt à la dégradation, et parallèlement la nébuleuse ou le manque de visibilité sur la partie politique et capacité à inverser cette situation. Et puis à s'inscrire dans le temps sur une trajectoire de réduction des déficits. On sent que c'est compliqué encore en France. Face à ça, que font, enfin en tout cas que fait la Banque Centrale Européenne? On arrive quand même d'une trajectoire de baisse de taux assez prononcée dans le temps. Là, on a le sentiment que l'heure est à la pause, un petit peu. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis 4 ou 5 ans, ou même plus longtemps, on a eu sur toute la période 2014, 2021, 2022 une très longue période avec des taux même négatifs de la part de la Banque Centrale Européenne à moins 0,5%. Grand changement, explosion de l'inflation fin 2021, 2022, 2023. La Banque Centrale est obligée de revoir complètement sa politique monétaire et remonte les taux monétaires à 4%. Ce qui crée aussi un choc plutôt négatif pour l'économie. Heureusement, rapidement, en zone euro, l'inflation s'est réduite. À la fois sur les matières premières, mais également sur les salaires, etc. Et donc la Banque centrale a pu baisser ses taux de 4% à 2% assez vite. Et c'était nécessaire parce qu'en face de ça, la croissance est quand même très molle aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, on est à 2%. Potentiellement, on pense qu'on pourrait même aller un petit peu plus bas. Mais pour les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, ça change quand même complètement la situation, puisqu'il y a 1 an et demi, ceux qui avaient des fonds monétaires, des certificats de dépôt ou même du livret A avaient des rendements très attractifs sur ces actifs-là et ils ont quasiment, enfin même plus que divisé par 2 en 1 an. Donc ça pose la question de son positionnement et des opportunités qu'on peut trouver sur le marché quand on voit le monétaire qui passe de 4 à 2% aujourd'hui, qui pourrait même diminuer encore un petit peu dans les mois à venir. Donc pause à court terme pour la BCE, Stanislas, je comprends bien, mais peut-être encore un petit potentiel pause ou de même baisse. Il y a un petit potentiel de baisse parce qu'on voit quand même que l'incertitude créée par les droits de douane aux États-Unis et la situation même en France aujourd'hui peine un petit peu et qu'on n'a pas vraiment de signe d'une reprise nette de la croissance en zone euro. Donc dans ce contexte, est-ce que les taux sont adaptés à 2 probablement, mais est-ce qu'ils pourraient être un petit peu plus bas, 1,75%, c'est-à-dire une baisse de 0,25, ça paraît possible dans les prochains mois. Bon, à surveiller, il y a la dette souveraine et puis il y a la dette des entreprises. Il y a encore de l'appétit sur la dette des entreprises européennes. Comment on explique ça encore? Alors il y a énormément d'appétit de la part de toutes les catégories d'investisseurs. À la fois les investisseurs institutionnels qui, eux, détiennent historiquement des stocks importants en dette, en obligations d'État. On les voit rouler petit à petit dans le temps vers des dettes d'entreprise. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a 2 semaines, Schneider Electric a fait une émission obligataire avec plusieurs tranches. Et sur les tranches à 10 ans, le rendement de l'obligation qu'ils ont réussi à émettre était 12 points de base, donc 0,12%, inférieur à une obligation d'État français de même maturité. Waouh. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Plus sûr de prêter à Schneider. En tout cas, c'est le message, c'est le message aujourd'hui. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a à la fois les investisseurs institutionnels qui viennent
se positionner de manière très significative, notamment sur la partie investment grade des obligations. Oui. Et on a tous les investisseurs. Donc les entreprises les mieux notées, je répète. Exactement, les mieux notées, donc en gros entre AA et BBB, d'après les agences de rating. Et on a les investisseurs, les banques privées, mais aussi des fondations, des fonds de pension, etc., qui vont sur ce segment, mais aussi sur le segment en dessous, qui s'appelle le segment à haut rendement, ou avec des fonds qui font un mix des deux pour essayer d'obtenir le meilleur rendement possible avec un risque mesuré. Et où là, on a des rendements qui sont encore très attractifs aujourd'hui. Et des entreprises qui, dans ce contexte économique certes difficile, mais arrivent à tenir leur chiffre d'affaires, leur profitabilité, donc à payer sans problème leurs coupons et à rembourser ou refinancer à l'échéance leurs obligations. Et donc on voit une forme de report, une forme de recherche de rendement qui est vraiment un thème d'actualité de la part des investisseurs. Et autant il y a 2 ans, le rendement, on pouvait le trouver à différents endroits, même les entreprises pour leur trésorerie avaient des certificats de dépôt bancaire assez attractifs. Mais là, de ce côté-là, ils sont vraiment touchés par la baisse des taux courts qui sont administrés par la Banque Centrale Européenne, alors que la baisse les taux de moyen terme sont beaucoup plus engendrés par les niveaux de marché. Et donc là, on continue à observer des rendements tout à fait attractifs. On est entre 3 et 3,5% pour la partie dite investment grade, et plutôt entre 4 et 5,5-6% pour la partie haut rendement. Donc on a des rendements toujours attractifs et assez significatifs de ce côté-là qui attirent toujours les investisseurs. Quand même, il faut qu'on en parle un petit peu. Il y a une certaine atonie de la croissance en Europe, vous l'avez dit, Stanislas. Il y a des incertitudes politiques qui pourraient là aussi venir un petit peu faire dérailler l'économie. Il y a les tarifs, la guerre commerciale avec les États-Unis. Elles sont, malgré tout, selon vous, résilientes, des entreprises européennes dans ce contexte? Alors, elles sont assez résilientes, déjà parce que le contexte est déjà difficile depuis plusieurs années. Donc, elles se sont adaptées à ce contexte. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même quelques éléments positifs, notamment à venir. Comme le plan de relance allemand qui va injecter chaque année pendant une période assez longue, 7 à 8 ans, des capitaux dans l'économie, des dépenses, de l'infrastructure qui va être créée en Allemagne. Donc ça, c'est également un élément de soutien. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que notamment sur les grandes entreprises qui sont assez diversifiées internationalement, elles arrivent à gérer cette période. Elles sont impactées par, on n'a pas parlé de la Chine, mais la croissance est aussi assez molle en Chine. Donc elles sont impactées par ces éléments-là. Mais c'est suffisamment résilient pour que d'un point de vue de crédit, donc sur la partie obligataire, elles ne soient pas inquiétées et qu'elles conservent à la fois leur qualité de crédit dite moyenne, leur rating, et qu'elles puissent payer sans encombre les coupons et les remboursements de principal. Bon, question un peu technique, mais je suis sûr que vous allez nous répondre de façon très claire, très pédagogique sur le sujet. Comment on travaille la duration dans ce contexte? Donc ce qu'on appelle la duration, donc ça c'est typiquement pour un fonds obligataire, pour une obligation, mais encore plus pour un fonds. C'est la durée, c'est une sorte de durée moyenne des obligations détenues. Et donc, c'est la sensibilité à un mouvement de taux d'intérêt d'une obligation ou d'un fonds obligataire avec toutes les obligations qu'il compose. La manière dont on le gère, nous, en tant que gérants, c'est qu'on va essayer ça dépend un petit peu des anticipations qu'on a des niveaux de taux d'intérêt et des différentiels de rendement à différents points de la courbe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un net gain. Plus on rallonge la durée d'investissement, donc une obligation à 7 ans par rapport à une obligation à 3 ans, il y a ce qu'on appelle de la pente dans la courbe. C'est-à-dire plus vous rallongez, plus vous gagnez chaque année des taux d'intérêt supérieurs. Et si c'est une obligation d'entreprise, vous avez des taux plus élevés, plus des spreads de crédit, donc la prime de risque qui augmente crescendo au fur et à mesure des années. Donc vous avez une forme de rémunération additionnelle pour ce risque de durée. Et ça, c'est normal et attractif. Mais longtemps, ça n'a pas été le cas, parce que pendant toute la fin des années 2014, de 2014 à 2021, comme la Banque Centrale Européenne achetait énormément d'obligations d'État, mais aussi d'entreprises, elle aplatissait complètement cette courbe de taux. Donc, vous n'aviez plus cette prime de risque pour les obligations de durée plus longue. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, notamment les particuliers, les banquiers privés, investissaient très peu dans les obligations. Pas d'intérêt du tout. Exactement, ils faisaient soit des actions, soit des produits type fonds euros des compagnies d'assurance qui offraient un rendement récurrent, quasiment garanti, et en tout cas nettement supérieur au monétaire. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ces fonds euros, ils sont un petit peu impactés parce qu'ils détiennent beaucoup de dettes d'État, donc c'est un peu plus challengé, on va dire. Et à l'opposé, les obligations d'entreprise, elles ont retrouvé des rendements, on l'a dit tout à l'heure, entre 3 et 5, 5,5% en fonction des niveaux de risque et de la durée qu'on va choisir, qui sont assez attractifs. Et donc pour répondre à la question sur la duration ou le choix qu'on fait de positionnement, aujourd'hui, il y a un intérêt à prêter à des entreprises plutôt à 5 ans ou à 7 ans qu'à 2 ou 3 ans. Un peu plus loin sur la courbe. Exactement, on va un peu plus loin parce qu'on va être rémunéré pour ça. Bon, le particulier qui nous regarde, qui se dit c'est peut-être intéressant d'avoir des fonds d'obligation d'entreprise dans la question d'actifs, tout de suite il va se demander
Pour combien j'en prends? Quelle partie de l'allocation d'actifs ça peut représenter? Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. On est d'accord. Si on rappelle des règles de base, donc ce qui est plutôt plus risqué sont les actions, qui ont plus de volatilité, des perspectives de gains plus importantes aussi dans la durée. Les obligations, c'est un petit peu plus volatile. Très souvent, avant, on disait les obligations d'État, c'est la partie sans risque. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu plus questionnable. C'est un peu moins vrai. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que si on arrive à voir sur ces portefeuilles d'obligations mixtes avec un petit peu d'investment grade et aussi également du yield, des rendements aux alentours de 4, 4,5, on a des mix qui sont quand même très attractifs en termes de rentabilité. Et après, ça va dépendre du profil de risque du portefeuille et de la manière dont ça va être équilibré. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le choix des produits qu'on fait, autant il y a 2 ans, on voyait même des particuliers acheter des fonds monétaires dans les contrats d'assurance vie parce qu'ils avaient des rendements à 4%. Oui. Autant, entre-temps, ils ont chuté de 4 à 2. Donc là, il y a un intérêt à se reposer la question dans son allocation active et à dire, est-ce que je n'ai pas intérêt à avoir des obligations, et en particulier des obligations d'entreprise, plutôt que du monétaire, maintenant qu'on a eu ce changement de régime sur le monétaire. Bon, quelles sont les solutions qui sont proposées typiquement chez Sycomore Asset Management? Alors nous, on a plusieurs types de fonds obligataires. On a des fonds classiques d'obligations d'entreprise qui, entre guillemets, tournent leur position et sont constamment investis. Donc c'est notre fonds historique qui s'appelle Sycomore Sélection Crédit, qui est un fonds d'une taille assez importante. Il fait plus de 800 millions d'euros. Nous le gérons depuis plus de 12 ans de la même manière, donc il y a un très long historique de entreprise européenne, c'est ça? Entreprise européenne, notation allant de l'investment grade à la partie high yield, donc un peu donc c'est du mix, c'est ça? C'est du mix, donc comme ça il y a une souplesse. Quand on pense qu'il y a de la valeur ou plus d'intérêt à aller sur la yield, on en met un petit peu plus, donc il y a une forme de flexibilité dans le fond. Donc ça c'est le produit historique qui a produit des rendements assez élevés pendant la durée, en tout cas au-delà des indicateurs de performance et des benchmarks. Et ensuite on a développé des fonds un petit peu plus pointus qui donnaient en fait une grande visibilité à l'investisseur pour ce qu'il peut attendre en termes de performance. Donc c'est ce qu'on a appelé les fonds datés, où on va les constituer en majorité d'obligations qui viennent à maturité autour de dates communes, par exemple 2030. Donc on a appelé ces fonds les Syco Yield. Donc le premier s'appelait Sycomore Sélection Crédit. La deuxième, c'est les familles des Syco Yield. On a commencé il y a quelques années avec le produit 2026, qui arrive bientôt à terme, qui a connu le Syco Yield 2026, un très grand succès à la fois en clients qui ont rejoint en collecte, et également en performance et en rendement qu'il a pu obtenir au fur et à mesure des années. Et on a poursuivi avec le produit 2030, avec l'idée de dire, quand on l'a lancé il y a un peu moins de 2 ans, on pense que les rendements obligataires aujourd'hui sont relativement élevés dans l'absolu par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on peut anticiper dans le futur. Et donc, c'est intéressant de l'avoir pour une période de 4 à 5 ans pour les années à venir, de pouvoir le loquer, parce que c'est très intéressant. J'allais dire, les fonds datés, pour vous, Stanislas, ils gardent leur pertinence aujourd'hui? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, aujourd'hui, si les rendements sont peut-être un peu plus bas que ce qu'on avait il y a 2 ans à portefeuille équivalent, peut-être que vous aviez 5 ou 5,2, vous allez avoir 4,8 aujourd'hui. Donc, on est un petit peu en dessous. Par contre, l'environnement relatif, on a parlé tout à l'heure du monétaire, ou le risque, quand même un peu accru sur les obligations d'État, fait qu'en relatif, finalement, c'est d'autant plus attractif aujourd'hui, en tout cas dans une allocation et dans une construction de portefeuille. Et donc, on a poursuivi ce chemin-là pour toujours offrir des produits avec des rendements attractifs, avec le fonds Syco Yield 2030, qui a été lancé il y a 1 an et demi, on peut voir sur son historique de performance et sa composition, évidemment sur votre site ou sur d'autres. Et au début du mois de septembre, donc très récemment, on a lancé le fonds 2032. Donc ça paraît plus loin. Pourquoi 2032 par rapport à 2030? Parce que là aussi, l'intérêt, c'est qu'en rajoutant 2 ans de plus, pour la question que vous avez faite tout à l'heure sur la pente de la courbe des taux, finalement, on est rémunéré pour ces 2 années additionnelles en gagnant à peu près 0,5% de rendement en plus par an pour ce risque, finalement, de durée de 2 années supplémentaires. Donc ça aussi, on trouvait ça attractif. Et donc, on voulait proposer dans cette offre des fonds datés, un premier en 2030, un deuxième en 2032 et un produit obligataire plus classique. Fait d'obligations qui se roulent perpétuellement. Souvent, les fonds datés sont appréciés parce qu'il y a un rendement, il y a une date, et donc on est capable on se projette. Voilà, on peut se projeter, on sait ce qu'on peut attendre. On sait que même s'il y a un petit peu de volatilité pendant la période, pour des questions de marché ou de crise, etc., on a toujours cette cible de performance annualisée qu'on souhaite obtenir dans la durée. Et ça, finalement, ça a permis aux investisseurs de bien revenir vers les marchés obligataires et de reprofiter de ces rendements avec finalement quelque chose d'assez transparent et simple à comprendre dans la manière d'appréhender ces marchés. Et bien voilà, les perspectives, les promesses du marché de crédit européen et les solutions très concrètes de Sycomore Asset Management pour en profiter et les explications éclairantes de Stanislas de Bailliencourt. Que demander de mieux? Merci Stanislas. Merci beaucoup. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.